En prélude au sommet des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel, des ministres des trois pays discutent de la création d'une confédération à Ouagadougou. Des ministres de l'Alliance des États du Sahel, le Burkina Faso, le Mali et le Niger se sont réunis le jeudi 15 février 2024 à Ouagadougou. L'ordre du jour a porté sur la révision de la charte de l'organisation et l'élaboration du traité portant sur la Confédération des États du Sahel. Cette réunion interministérielle élargie se tient en prélude au sommet des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel. Selon le colonel Abdoulaye Mega, ministre de l'administration territoriale du Mali et chef de la délégation malienne, qui a fait le déplacement à Ouagadougou avec 6 autres ministres, dont le ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Do, des ministres de l'Alliance des États du Sahel ont tenu une réunion le jeudi 15 février 2024 au ministère chargé des Affaires étrangères du Burkina Faso. L'objectif est de réviser la charte de l'organisation et d'élaborer le traité portant sur la Confédération des États du Sahel. La rencontre a été présidée par le général Kassoum Koulibaly, ministre de la Défense du Burkina Faso, le colonel Abdoulaye Mega, ministre de l'administration territoriale du Mali, et le général Sifodi, ministre de la Défense du Niger. Dans son allocution, le général Sifodi a déclaré que cette rencontre servirait de cadre pour réviser la charte de l'organisation et élaborer le traité portant création de la Confédération des États du Sahel. La révision de la charte de l'organisation favorisera la mise en place d'une architecture institutionnelle, notamment la création de comités nationaux. Ce mécanisme permettra à notre alliance et à la Confédération de fonctionner au grand bonheur des populations du Liptako-Gourma, a expliqué le ministre nigérien. Pour sa part, le colonel Abdoulaye Mega a souligné la nécessité d'organiser la communication, y compris à travers la définition d'une stratégie de communication, la sélection de la charte graphique ainsi que le logo de l'organisation. Dans le même registre, la coordination de l'information et de la communication, ainsi que la mise en place de dispositifs de surveillance de réseau et d'anticipation face aux nouveaux médias, sont des éléments importants à intégrer dans notre stratégie de communication, a-t-il dit. Selon le ministre malien, vu le rôle central des médias, il est envisagé de renforcer leur cadre de concertation et opérationnel pour un partage efficace de l'information, une coordination accrue. Quant au général Kassoum Koulibaly, il a remercié les hauts fonctionnaires qui ont travaillé du 12 au 14 février 2024 à Ouagadougou afin de fournir les documents pour faciliter la délibération des travaux du jour. Les 3 chefs de délégation ont saisi l'occasion pour rappeler le retrait de leurs États de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, qu'ils accusent d'être instrumentalisés par la France. Ils jugent que cette décision offre aux 3 États une opportunité de parvenir à une intégration réelle. Notre décision de retrait est irréversible et il est plus que nécessaire pour l'UEMOA de comprendre que ni les leçons données, ni le diktat, ni les menaces voilées, ni les intimidations, ni les diversions, ni les tentatives de déstabilisation de tout ordre ne sauront nous détourner de nos objectifs communs de vaincre le terrorisme, mettre nos pays sur les sentiers du développement et exercer notre pleine souveraineté sur tous les plans, selon le général Kassoum Koulibaly. Niger, Tiani évoque la possible création d'une monnaie commune. Le président de la transition du Niger a évoqué dimanche soir la possible création d'une monnaie commune avec le Burkina Faso et le Mali comme une étape de sortie de la colonisation. La monnaie est une étape de sortie de cette colonisation, a déclaré le général nigérien Abdourahmane Tiani à la télévision nationale nigérienne, en référence au franc CFA et à la présence coloniale française. Le Niger, le Mali et le Burkina Faso, 3 anciennes colonies françaises aujourd'hui dirigées par des régimes militaires, sont regroupées au sein de l'Alliance des États du Sahel. Nous avons des experts monétaires et, au moment opportun, nous déciderons, a-t-il poursuivi. La monnaie, c'est un signe de souveraineté, a poursuivi le général Tiani, et les États de la sont engagés dans un processus de recouvrement de leur souveraineté totale. Il assure qu'il n'est plus question que nos États soient la vache à lait de la France. Le dirigeant nigérien n'a pas donné de précision sur la possible mise en circulation d'une future monnaie. Celle-ci pourrait, au sein de la, remplacer le franc CFA, aujourd'hui comme un HPI membre de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, dont le Niger, le Burkina Faso et le Mali font partie. Les vives critiques formulées par ces 3 pays sahéliens et leurs partisans à l'encontre du franc CFA pourraient également les conduire à quitter l'UEMOA. En novembre, les ministres de l'économie et des finances de la région avaient notamment recommandé la création d'un fonds de stabilisation et d'une banque d'investissement. La déclaration du général Tiani intervient 2 semaines après le retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, qu'ils accusent d'être instrumentalisés par la France. La CEDEAO s'était opposée au coup de force patriotique dans les 3 pays et avait notamment imposé de lourdes sanctions économiques au Mali, avant d'en appliquer au Niger en août.
Elle était allée jusqu'à menacer d'intervenir militairement au Niger pour y rétablir l'ordre constitutionnel et libérer le président renversé Mohamed Bazoum, assigné à domicile. La lutte pour la multipolarité en Afrique, défis et résistance face aux manœuvres occidentales. Les événements récents et en cours dans plusieurs régions du continent africain, au Sahel mais également en Afrique centrale, démontrent la ferme volonté de l'établissement occidental de chercher à prendre une revanche sur les partisans de la multipolarité en Afrique. Campagne médiatique mensongère, réactivation de réseaux terroristes, utilisation de mercenaires, planification d'assassinats ciblés, les défis ne manquent pas. Mais la minorité occidentale ne sera pas en mesure de pouvoir inverser la tendance, au moment où les pays membres de l'Alliance des États du Sahel continuent à réaliser avec succès la lutte contre les groupes terroristes armés, y compris en mettant à profit la coordination conjointe, notamment en ce qui concerne l'échange des renseignements et des mesures à prendre. Les groupes armés à la solde de l'Occident tentent de réactiver des foyers de tension à d'autres endroits du continent africain, sous le parrainage habituel, sans succès. Mais les motivations sont assez claires. Ainsi, et tout récemment, les forces armées centrafricaines, FACA, avec le soutien des alliés russes, ont mis en déroute un groupe de bandits armés arrivés depuis le Soudan, près du site minier de Manou, situé à 5 km de la ville de Gordil. Si, d'un côté, l'efficacité de l'interaction militaire russo-centrafricaine n'est plus à démontrer, il n'en demeure pas moins que les instigateurs traditionnels du chaos cherchent vraisemblablement à réactiver les terroristes et les bandits à leur solde sur le sol de la RCA. L'objectif des éléments sous contrôle des nostalgiques de l'unipolarité n'est pas seulement de se venger contre la Centrafrique pour avoir démontré que le chaos prétendument permanent chanté par les Occidentaux durant de longues années pouvait être largement surmonté, mais aussi d'avoir été, par la même occasion, cet exemple d'une alliance africaine fiable avec Moscou, devenu inspirant pour de nombreuses autres nations. Pour les propagateurs de chaos, c'est aussi vraisemblablement une manière de mettre la pression sur les autorités centrafricaines qui n'ont pas suivi l'objectif de l'établissement washingtonien et occidental, à s'éloigner de l'allié russe au profit des éléments occidentaux, tout en visant à démontrer que le potentiel de l'Occident en matière de déstabilisation et de propagation de chaos sur le continent africain n'est pas encore mort complètement. Cela est d'ailleurs parfaitement visible et observé dans les campagnes des instruments propagandistes occidentaux à l'encontre des pays et des autorités africaines souveraines. Les tentatives visant à éliminer physiquement les leaders panafricanistes, les réseaux terroristes déjà mentionnés, le potentiel de chaos des barbouzes de nombreux régimes européens présents en Afrique, dont bien évidemment celui de la France, mis à contribution pour le compte du MR0 tchandonien, et ce n'est pas tout. Car en parlant justement de mercenariat, une notion adorée à être utilisée par les élites politico-médiatiques, en abordant l'alliance et l'interaction russo-africaine, les mensonges de l'Occident ne font au final qu'à se ridiculiser un peu plus. Tout d'abord, lorsqu'on connaît le nombre de barbouzes et de mercenaires en tout genre en provenance du petit monde occidental et opérant sur le grand espace continental africain depuis des décennies, et à ce jour coupables notamment des pires crimes à l'encontre de la liberté et de la souveraineté africaine. Mais désormais, c'est un autre aspect qui entre en jeu, les mercenaires ukrainiens exploités par l'OTAN et envoyés en Afrique dans l'objectif de former et soutenir au combat les groupes terroristes et armés sous contrôle occidental, dans l'objectif d'attaquer non seulement l'alliance russo-africaine, mais également dans l'objectif de tout simplement agresser les nations libres du continent. Aucunement surprenant d'ailleurs, car après tout, la chair à canon reste la chair à canon, sur le sol européen comme africain. Il est toujours plus rentable d'utiliser des mercenaires ukrainiens, même s'ils doivent forcément mourir, que de faire perdre la vie à des citoyens occidentaux, d'autant beaucoup moins cher en termes de salaire des mercenaires ukrainiens, dont plusieurs ont déjà été aperçus au Soudan, justement à partir duquel a eu lieu la récente tentative d'attaque ratée en Centrafrique mentionnée, si coïncidence évidemment, diront les propagandistes occidentaux. Dans tous les cas, les terroristes de l'Occident et tous ceux qui sont à leur solde peuvent tenter autant qu'ils le souhaitent de chercher à être invisibles, ils ne le sont guère. Quant à la rhétorique toujours utilisée dans les campagnes de diffamation en provenance de la minorité planétaire occidentale, lorsqu'il s'agit de parler d'alliances africaines, notamment en faisant mention de mercenaires et de paramilitaires russes, les Occidentaux ont vraisemblablement de plus en plus de mal à comprendre les récents développements, plus exactement que le corps africain du ministère russe de la Défense est, comme son nom l'indique, officiellement affilié aux forces armées russes. Ce qui rendra aux défenseurs d'une Afrique libre et de l'ordre multipolaire international la tâche, sur le terrain, d'une certaine façon, plus facile, dans l'élimination d'éléments parasitaires, qu'ils soient de l'Occident ou à sa solde. La présence militaire russe devenant largement officielle. RDC, les manifestations anti-occidentales continuent. Depuis plusieurs jours maintenant, des manifestants sont descendus dans les rues de Kinshasa pour dénoncer l'inaction des Occidentaux comme de la MONUSCO devant l'insécurité grandissante et les actions du mouvement M23 dans l'est du pays.
Les protestataires ont demandé le départ de certaines missions diplomatiques qu'ils jugent complices de cette insécurité, via leur silence et leur inaction. Plusieurs centaines de personnes ont protesté ce lundi 12 février devant l'ambassade des États-Unis à Kinshasa, appelant les diplomates à plier bagages, relatent les médias. Des manifestations de colère ont eu lieu lundi au centre-ville de Kinshasa, où des dizaines de jeunes et de taximens ont manifesté devant l'ambassade des États-Unis et ont saccagé certains intérêts étrangers en signe de protestation contre la passivité de la communauté internationale face à la violence des groupes armés, dont notamment le M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Les écoles consulaires françaises, américaines et belges ont fermé leurs portes lundi par précaution après un week-end de violentes manifestations contre des représentations diplomatiques et la mission de l'ONU en RDC, la MONUSCO, comme l'ont constaté certains médias. Peu avant midi, la police nationale congolaise, PNC, a dispersé une centaine de manifestants en faisant usage de gaz lacrymogène devant l'ambassade britannique dans la commune de La Gombe, Kinshasa. D'autres manifestations ont eu lieu boulevard du 30 juin, principal axe routier du centre-ville, où un hôtel faisant flotter sur son bâtiment un drapeau de l'Union européenne et de la Belgique a été pris pour cible par des jets de pierre. Les manifestants ont obtenu le retrait de 2 drapeaux de l'édifice situé au cœur d'un quartier commercial. Plusieurs enseignes de commerce qui avaient ouvert dans la matinée ont fermé par crainte de pillage. Devant le quartier général de la MONUSCO, la foule a brûlé des pneus, scandant des chants hostiles à cette mission onusienne et à certaines ambassades. Le gouvernement a condamné ces violences, qui ont débuté en février mais dont l'intensité a été observée vendredi et samedi avec l'incendie de véhicules de la MONUSCO, le pillage des locaux onusiens et des voitures avec plaques diplomatiques. Les protestataires exigent plus que de simples communiqués condamnant le Rwanda, accusé depuis 2 ans de soutenir l'offensive des rebelles du M23 dans la province du Nord Kivu, où il contrôle des territoires. De telles manifestations témoignent d'un mécontentement profond et croissant envers l'inefficacité perçue des actions occidentales et internationales dans la résolution des conflits et la garantie de la sécurité en République démocratique du Congo. Les citoyens congolais expriment leur frustration face à la présence prolongée de groupes armés et à l'incapacité des forces internationales à les neutraliser efficacement. Ils remettent également en question le rôle des missions diplomatiques occidentales, qu'ils accusent d'être complices de l'instabilité dans la région par leur inaction. La fermeture des écoles consulaires françaises, américaines et belges illustre la gravité de la situation sécuritaire et le climat d'insécurité qui règne dans le pays. Les autorités congolaises sont confrontées à un défi majeur pour restaurer la confiance de la population et assurer sa sécurité, tout en faisant face aux pressions des manifestants et en répondant à leurs revendications légitimes. Les tensions persistantes en RDC soulignent l'urgence d'une réponse politique et sécuritaire concertée pour stabiliser la région et garantir la sécurité des civils. Les manifestations anti-occidentales mettent en lumière les limites des approches traditionnelles de maintien de la paix et soulignent la nécessité d'une réévaluation des stratégies internationales pour répondre efficacement aux défis de sécurité en Afrique. Il est crucial que les acteurs internationaux engagés en RDC, y compris la MONUSCO et les missions diplomatiques occidentales, prennent des mesures concrètes pour répondre aux préoccupations légitimes de la population et contribuer à la stabilité à long terme du pays. Cela nécessitera une approche inclusive et collaborative, impliquant une coordination étroite entre les autorités congolaises, les organisations régionales et les partenaires internationaux pour relever les défis de sécurité complexes auxquels est confrontée la RDC. Chris Yapi ne ment pas, laissez donc massivement vos commentaires pour nous aider à comprendre. Du côté de Dakar, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez la vidéo avec vos amis si vous l'avez trouvée intéressante, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.